Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France. Je suis Maria Sarkozy et nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 octobre. Bonjour. L'ancien président américain Donald Trump a annoncé un nouvel accord commercial avec la Chine, à la suite d'entretiens en tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Cette rencontre très attendue, qui intervient après des mois de tensions entre les deux pays, est saluée comme une avancée majeure dans le différend commercial en cours. M. Trump a souligné que l'accord contribuerait à réduire les droits de douane, à accroître les exportations américaines et à créer des emplois aux États-Unis. Il a également mis en avant le fait que la Chine s'était engagée à renforcer ses efforts concernant les questions de propriété intellectuelle, un sujet de discorde de longue date entre les deux pays. Dans son annonce, M. Trump a présenté l'accord comme une victoire pour les travailleurs et les entreprises américains, évoquant le potentiel d'augmentation des exportations agricoles et des collaborations technologiques. L'accord devrait également ouvrir les marchés chinois à davantage de produits américains, notamment dans le secteur manufacturier. Le président Xi, s'exprimant brièvement sur le sujet, a décrit l'accord comme un pas vers la stabilisation des relations sino-américaines et la promotion d'une croissance économique mutuelle. Les pourparlers, qui se sont tenus à Séoul, en Corée du Sud, ont été perçus comme un événement diplomatique majeur, les deux dirigeants mettant de côté leurs différends passés pour négocier des conditions susceptibles de redéfinir la dynamique du commerce mondial. Si certains experts soulignent que cet accord ne résoudra peut-être pas tous les problèmes profondément enracinés entre les deux puissances, d'autres le considèrent comme une étape nécessaire pour apaiser les tensions et instaurer un environnement économique plus prévisible pour les entreprises des deux côtés. Les récentes déclarations de Donald Trump concernant les essais nucléaires ont suscité la controverse. Il a suggéré que les États-Unis devraient reprendre ces essais face aux tensions croissantes avec la Chine et la Russie. Lors d'un meeting de campagne, Trump a affirmé que les États-Unis devaient faire preuve de fermeté face aux avancées nucléaires de la Chine et de la Russie. Ces propos ont relancé le débat sur l'avenir des accords de contrôle des armements et les conséquences potentielles d'une reprise des essais nucléaires, suspendus par les États-Unis en 1992. La position de Trump contraste avec celle de l'administration Biden, qui a fait du maintien des efforts internationaux de non-prolifération une priorité. Les critiques estiment que la reprise des essais nucléaires pourrait déclencher une dangereuse course aux armements et compromettre les accords internationaux existants, comme le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TIS, qui vise à empêcher de nouveaux essais nucléaires. Les partisans de la position de Trump, quant à eux, soutiennent que les essais sont nécessaires pour garantir que l'armée américaine conserve une force de dissuasion crédible face à ses adversaires. Les déclarations de Trump interviennent alors que la Chine et la Russie renforcent leurs capacités nucléaires. La Chine aurait augmenté son arsenal nucléaire et la Russie a repris ses exercices militaires nucléaires. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à ces développements, affirmant que le manque de transparence entourant ces activités pourrait déstabiliser la sécurité mondiale. La question des essais nucléaires est particulièrement sensible, compte tenu des conséquences environnementales, géopolitiques et humanitaires potentielles d'une reprise de ces essais. Les dirigeants mondiaux suivent la situation de près, car les propos de Trump pourraient modifier le discours sur la politique nucléaire américaine, surtout s'il était réélu. Le débat autour des essais nucléaires souligne la compétition stratégique croissante entre les États-Unis, la Chine et la Russie, sans qu'aucune solution claire ne se profile à l'horizon. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères actuel, Eric Hampton, a abordé le sujet brûlant de l'époque. Les efforts de capitalisation américains face à la Chine sont terminés. Il a discuté en direct avec le Pentagone des instructions données à Trump. Ce sujet sera traité dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse cruciale de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères de Roblox, Eric Hampton, a prononcé un discours éclairant sur les récents développements des relations sino-américaines. Le point central des discussions était la rencontre historique entre l'ancien président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, qui s'est tenue en Corée du Sud. Ces pourparlers, présentés comme un tournant diplomatique majeur, ont porté sur les efforts américains pour consolider leur suprématie mondiale et apaiser les tensions militaires et commerciales avec la Chine. Sous l'œil attentif de la caméra, M. Hampton a expliqué comment M. Trump avait demandé au Pentagone d'adopter une position plus offensive face à la montée en puissance des capacités nucléaires et cybernétiques de la Chine. D'un ton calme mais assuré, il a évoqué les implications stratégiques de ces discussions, soulignant l'importance renouvelée accordée par les États-Unis à la supériorité technologique et militaire,
notamment en raison des préoccupations liées au vol de propriété intellectuelle et aux pratiques commerciales déloyales de la Chine. Mesdames et messieurs, chers collègues, et chers membres de la presse, bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non seulement en tant que ministre des Affaires étrangères de Robloxia, mais aussi en tant que représentant d'une préoccupation plus large qui nous concerne tous, le fragile équilibre des pouvoirs et de la sécurité mondiaux à l'ère moderne. Comme beaucoup d'entre vous le savent, un événement important et sans précédent s'est produit récemment. L'ancien président Donald Trump, dans sa dernière tentative de réaffirmer la domination américaine sur la scène internationale, a entamé des négociations directes avec le président chinois Xi Jinping. La question en jeu était d'une importance capitale, non seulement pour les États-Unis et la Chine, mais pour la communauté internationale dans son ensemble. Cette rencontre, qui s'est tenue en Corée du Sud, a été présentée comme une tentative de réaligner les relations sino-américaines, de plus en plus tendues sous le poids des tensions commerciales, des démonstrations de force militaire et des rivalités géopolitiques. L'administration Trump, forte de sa vision claire de la puissance américaine, s'est toujours opposée à ce qu'elle perçoit comme l'influence croissante de la Chine. Mais ces récentes négociations en face à face dépassent le cadre diplomatique traditionnel. Ce dialogue marque un tournant décisif dans les échanges internationaux, impliquant non seulement des considérations économiques, mais aussi des enjeux de stratégie militaire, de protocole de sécurité et l'avenir même du contrôle international des armements. Lors de cette réunion historique, les représentants du président Trump, menés par le Pentagone, ont formulé une série de directives à l'intention de la Chine, l'exhortant à envisager un nouveau cadre d'engagement militaire garantissant une plus grande transparence quant à ses capacités nucléaires et cybernétiques croissantes. Trump, qui prônait depuis longtemps une ligne dure envers Pékin, a chargé le Pentagone de faire pression sur la Chine concernant ses récents développements en matière d'armement nucléaire, reprenant ainsi les préoccupations exprimées tant par les stratèges militaires américains que par les alliés occidentaux. Cependant, il ne faut pas interpréter ces initiatives comme un simple retour aux tactiques de la guerre froide. L'approche adoptée par Trump, bien qu'indéniablement agressive, révèle également une vérité essentielle de l'ordre mondial actuel. En tant que puissance mondiale, nous ne sommes plus limités aux frontières régionales ni aux idéologies des siècles passés. Nous vivons à l'ère d'une interdépendance complexe. Les actions d'une nation dans les zones concernées ont des répercussions sur l'ensemble de la Chine. La cyberguerre, les progrès nucléaires et les déploiements militaires ont désormais des répercussions à l'échelle mondiale. Il convient également de noter les implications plus larges de ces actions. Le Pentagone, sous les directives de Trump, a insisté sur la nécessité pour les États-Unis non seulement de renforcer leurs propres capacités militaires, mais aussi de devenir un chef de file en matière de technologie et de stratégie de défense. On a évoqué la nécessité de restructurer le complexe militaro-industriel américain afin de garantir sa compétitivité face à la montée en puissance technologique agressive de la Chine. Si le discours immédiat s'est concentré sur la stratégie militaire et la dissuasion, il existe également une composante économique indéniable. Les États-Unis cherchent à préserver leur leadership technologique et industriel, en plaidant pour des garanties encore plus robustes contre le vol de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales. Ceci nous amène au cœur du problème. Les États-Unis entrent dans une phase où ils se sentent contraints de renforcer leur présence militaire et leur domination mondiale pour contrer ce qu'ils perçoivent comme une remise en cause de leur suprématie par la Chine. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter. L'OTAN, en tant que l'OTAN, organisation qui prône depuis longtemps la sécurité collective, se doit de prendre en compte l'évolution des rapports de force mondiaux. La rencontre directe entre les États-Unis et la Chine, facilitée en partie par ses efforts de capitalisation, n'est que le dernier épisode d'une série de réalignements susceptibles de modifier le cours des relations internationales. Le rôle de l'OTAN dans ce dialogue est crucial. Nous devons rester vigilants et unis, non seulement pour condamner toute déstabilisation potentielle, mais aussi pour poursuivre activement des dialogues qui privilégient la paix, la stabilité et la coopération. La menace d'une course aux armements, notamment dans les domaines nucléaires et cybernétiques, est une menace à laquelle l'OTAN s'attaque depuis longtemps. Mais dans cette nouvelle ère de guerre technologique, nous devons nous adapter et renforcer notre détermination collective. Nos alliances militaires doivent être aussi novatrices que les défis auxquels nous sommes confrontés, et nos efforts diplomatiques doivent refléter la complexité des enjeux. Ainsi, la communauté internationale se trouve à la croisée des chemins.
Les discussions directes entre Trump et Xi Jinping ont ouvert la voie à un nouveau chapitre dans les relations sino-américaines. Les relations internationales sont un enjeu crucial. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question bilatérale, c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous devons poursuivre le dialogue afin que ces échanges n'exacerbent pas les divisions, mais ouvrent la voie à une coopération constructive, à la transparence et, en fin de compte, à un ordre mondial sûr et pacifique. Il est de notre responsabilité à tous, de l'OTAN à Robloxia, de faire en sorte que l'avenir que nous façonnons soit un avenir de stabilité, de confiance et de respect mutuel. Merci. Les images vidéo ont montré le discours assuré du ministre des Affaires étrangères, qui a souligné l'importance de ces pourparlers non seulement pour les États-Unis et la Chine, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. En arrière-plan de la conférence de presse, on pouvait voir les drapeaux de l'OTAN, symbolisant le cadre de sécurité collective qui doit être au cœur de ces moments diplomatiques cruciaux. Au fil de son intervention, M. Hampton a mis en lumière l'inquiétude croissante de la communauté internationale face à une potentielle course aux armements, notamment dans les domaines de la guerre nucléaire et cybernétique. Il a conclu en réaffirmant l'engagement de l'OTAN à maintenir la paix et la stabilité, et en appelant les États membres à l'unité pour faire face à ces menaces émergentes avec vigilance et coopération. La conférence de presse s'est terminée par un appel à un dialogue constructif et à un règlement pacifique de cette question internationale critique. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Observatoire conjoint du groupe des Amis pour la paix sur la crise ukrainienne, à la suite d'une réunion du groupe. Fu Kong, ambassadeur de Chine auprès de l'ONU, Sergio França Daniz, ambassadeur du Brésil auprès de l'ONU, et d'autres représentants des pays du Sud étaient présents. Good morning. We are pleased to announce that we have just had a very successful meeting of the group. Bonjour. Nous sommes heureux d'annoncer que nous venons de tenir une réunion très fructueuse du groupe des Amis pour la paix. Nous avons discuté des derniers développements de la situation concernant le conflit en Ukraine et des efforts à déployer en vue d'un règlement politique. Le mois dernier a marqué le premier anniversaire du groupe. Au cours de l'année écoulée, notre groupe a activement fait entendre les points de vue et les préoccupations des pays du Sud, ainsi que de certains pays de la région directement touchés par le conflit. Notre groupe a constamment plaidé pour un règlement pacifique rapide du conflit, est resté déterminé à favoriser le dialogue et l'engagement, et à collaborer activement avec les parties concernées afin de promouvoir un terrain d'entente au sein de la communauté internationale. Tous nos efforts ont été guidés par notre ferme attachement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tout État et le règlement pacifique des différends. Nous restons attachés à la promotion de l'esprit de solidarité et de partenariat entre les nations, tel que souligné par les principes de Bandung Teralia. Nous soutenons tous les efforts en faveur de la paix et saluons les récents échanges et pourparlers tenus entre les parties concernées, notamment les 3 cycles de pourparlers directs entre la Fédération de Russie et l'Ukraine qui se sont déroulés à Istanbul, en Turquie, la rencontre entre les présidents de la Fédération de Russie et des États-Unis, la rencontre entre les présidents de l'Ukraine et des États-Unis, ainsi que la rencontre entre le président des États-Unis et certains dirigeants européens. Nous appelons toutes les parties et les acteurs concernés à saisir cette opportunité et à maintenir la dynamique du dialogue et des pourparlers. Profondément préoccupés par la prolongation des hostilités et leurs immenses conséquences négatives, ce groupe a été parmi les premiers à appeler à un cessez-le-feu immédiat et complet. Un appel que nous réitérons fermement. Aujourd'hui, nous soulignons la nécessité de respecter les principes de désescalade et l'importance de ne pas étendre le champ de bataille et de ne pas intensifier les combats. Nous pensons qu'éviter toute action susceptible d'attiser davantage le conflit, notamment la prolifération des
armes et d'autres moyens de guerre parmi les parties au conflit, contribuerait à ouvrir la voie à un cessez-le-feu et à un règlement politique. Je donne la parole à l'ambassadeur de Chine, s'il vous plaît. Oui. Je poursuis avec le communiqué de presse relatif à la situation. Nous réaffirmons que seule une solution politique négociée, notamment par le biais d'une diplomatie inclusive et des moyens politiques fondés sur la Charte des Nations Unies, peut mettre fin à ce conflit. L'objectif commun doit être de trouver une solution globale, juste et durable. Une solution qui prenne en compte les préoccupations mutuelles des parties au conflit et qui aboutisse à un accord de paix négocié directement par elles et acceptable pour elles. Notre groupe est prêt à soutenir les prochaines étapes convenues par les parties concernées au conflit, y compris leurs éventuelles discussions sur la feuille de route. Nous estimons que l'ONU a un rôle à jouer pour encourager les efforts diplomatiques et la mise en œuvre de l'accord de paix. Nous appelons à un renforcement de l'assistance humanitaire et au renforcement de la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants, et du personnel humanitaire. Toutes les parties sont tenues de respecter strictement le droit international humanitaire, les infrastructures civiles et les biens civils, y compris les installations nucléaires et autres installations contenant des forces dangereuses, ne doivent jamais être la cible d'opérations militaires. Nous soulignons que toutes les parties sont liées par les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans la conduite des hostilités. Nous insistons également sur l'obligation de traiter les prisonniers avec humanité et encourageons et soutenons les initiatives visant à faciliter l'échange sûr de prisonniers de guerre comme mesure de confiance qui soulage les souffrances humaines. Nous soulignons l'importance de prendre en compte les préoccupations humanitaires comme mesure de confiance précoce visant à reconstruire la confiance et à ouvrir des opportunités de dialogue entre les parties, reconnaissant ainsi le rôle que le droit international humanitaire et le respect des engagements humanitaires peuvent jouer dans les négociations de cessez-le-feu ou de paix. Nous sommes préoccupés par l'impact négatif des sanctions unilatérales qui affectent négativement des pays tiers dans certains pays du Sud. Nous soulignons l'importance de sauvegarder le droit légitime des pays à mener des activités commerciales internationales normales et une coopération économique normale. Nous sommes préoccupés par les risques et la crise découlant de ce conflit qui a eu des répercussions affectant de nombreux pays, y compris ceux du Sud. Des questions telles que la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que l'aide humanitaire, devrait faire partie intégrante du processus de paix, et la voix des pays du Sud devrait être entendue et prise en compte. Pour soutenir paix dans la région, fort du travail accompli l'année dernière, nous, membres du groupe des Amis de la Paix, restons déterminés à maintenir un dialogue étroit entre nous et avec toutes les parties concernées. Nous continuerons d'approfondir notre compréhension des différentes perspectives, à favoriser le dialogue et à jouer un rôle constructif en soutenant tous les efforts déployés en faveur de la paix. Ensemble, nous sommes prêts à contribuer à une solution pacifique au conflit et à un avenir meilleur pour tous. Merci, ambassadeur. L'approche de la Hongrie concernant l'élargissement de l'UE a suscité un vif débat, le pays continuant de s'opposer à une éventuelle adhésion de l'Ukraine tout en affirmant un soutien plus marqué aux Balkans occidentaux. Dans une déclaration récente, les autorités hongroises ont réitéré leur opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, invoquant leurs inquiétudes quant au conflit en cours avec la Russie et à l'instabilité politique du pays. La Hongrie a, quant à elle, insisté sur l'importance de l'intégration des Balkans occidentaux à l'UE, soulignant le potentiel de stabilité et de croissance économique de la région. Cette position hongroise a suscité des critiques de la part de certains États membres de l'UE, notamment ceux qui estiment que l'alignement de l'Ukraine sur l'Occident, en particulier face à sa résistance à l'agression russe,
devrait être récompensé par une adhésion à l'UE. Cependant, le gouvernement hongrois maintient sa position, insistant sur la nécessité d'une approche plus prudente et stratégique de l'élargissement. Cette position s'inscrit dans le cadre plus large de la politique étrangère hongroise, qui l'a souvent placée en porte-à-faux avec le consensus européen sur diverses questions. À l'inverse, la Hongrie a adopté une attitude plus ouverte envers les pays des Balkans occidentaux, notamment la Serbie, le Monténégro et l'Albanie, arguant que leur adhésion à l'UE renforcerait la position géopolitique de l'Union. Le gouvernement hongrois considère que les Balkans occidentaux, de par leur proximité avec l'UE et la Russie, sont essentiels à la stabilité et à la sécurité de la région. Cette divergence dans la politique d'élargissement de la Hongrie soulève des questions quant à l'orientation future de l'intégration européenne. Certains observateurs estiment que l'approche hongroise pourrait compliquer davantage les négociations, déjà délicates, concernant la candidature de l'Ukraine et, plus largement, le processus d'élargissement de l'UE. Dans une récente interview exclusive accordée à un PDG de renom, la vice-présidente Kamala Harris a partagé sa vision de sa collaboration avec le président Joe Biden et ses réflexions sur l'avenir du leadership américain. Revenant sur la dynamique de l'administration Biden, Madame Harris a évoqué son rôle de partenaire et de dirigeante à part entière, soulignant la nature collaborative de leur partenariat. La vice-présidente a également abordé les défis qu'ils ont relevés ensemble, notamment la gestion de dossiers politiques complexes et la conduite du pays à travers des périodes d'incertitude économique et de troubles internationaux. Madame Harris a exprimé sa confiance dans le leadership de M. Biden, tout en soulignant l'importance de se préparer pour l'avenir et l'évolution du paysage politique. La conversation s'est ensuite orientée vers sa vision pour le pays, mettant en avant son engagement à élargir l'accès à l'éducation, à renforcer la relance économique et à garantir des réformes en matière de justice sociale. Tout au long de l'entretien, le message de Madame Harris était clair. Si le travail de l'administration est loin d'être terminé, des progrès sont accomplis et la voie à suivre est celle de l'inclusion et de la résilience. L'interview a également abordé des sujets plus personnels, Kamala Harris s'exprimant avec franchise sur l'impact de son journal intime, un outil qu'elle utilise pour réfléchir à son parcours, tant professionnel que personnel. Elle a expliqué comment l'écriture l'a aidée à gérer ses expériences sous le feu des projecteurs, offrant un aperçu de son univers personnel et des pressions liées à ses hautes fonctions. Les réflexions de la vice-présidente ont offert un regard rare et intime sur la complexité du service au plus haut niveau de l'État, révélant son engagement envers son rôle et envers le peuple américain. Dans un match 5 palpitant des séries mondiales de la MLB, les Blue Jays de Toronto ont triomphé des Dodgers de Los Angeles au terme d'une rencontre acharnée qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu'au dernier lancer. Les deux équipes ayant démontré leur force et leur talent tout au long de la série, ce match décisif devait déterminer le champion. Les Blue Jays, grâce à leur puissante formation offensive et à leurs lanceurs intraitables, ont finalement eu raison des Dodgers, s'imposant 6-4 et remportant ainsi leur premier titre des séries mondiales en plus de 20 ans. La rencontre a été marquée par des performances exceptionnelles, notamment le coup de circuit crucial de la vedette des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., en 7e manche, qui a donné à son équipe une avance décisive. Les releveurs de Toronto se sont également révélés essentiels, repoussant la remontée des Dodgers en fin de match. De l'autre côté, Los Angeles, réputé pour sa profondeur d'effectifs et sa puissance offensive, a eu ses moments forts, mais a finalement échoué, incapable de concrétiser ses occasions clés. Le lanceur vedette des Dodgers, Clayton Kershaw, a livré une performance solide, mais quelques erreurs coûteuses ont permis aux Blue Jays de prendre le contrôle du match en fin de rencontre. Cette victoire témoigne non seulement de la résilience des Blue Jays, mais aussi de leur progression en tant qu'équipe. Les choix tactiques du manager John Schneider et la performance des jeunes joueurs sur le terrain ont mis en lumière leur potentiel pour les années à venir. Alors que Toronto célébrait son titre de champion, les supporters de toute la ville ont laissé éclater leur joie, couronnant une saison tout simplement extraordinaire. Grâce à cette victoire, les Blue Jays s'imposent comme l'une des meilleures équipes du baseball. Dans une initiative inédite pour la NBA, la Ligue a annoncé un nouveau partenariat avec le conglomérat sportif international Cosme, marquant un tournant majeur dans l'expérience du basketball pour les fans du monde entier. Cette collaboration vise à révolutionner la convergence du sport, de la technologie et du divertissement en intégrant des expériences immersives de pointe au match en direct. Grâce à la plateforme avancée de Cosme, la NBA prévoit de proposer des diffusions en réalité virtuelle, des améliorations en réalité augmentée et des fonctionnalités d'engagement des fans basées sur l'IA, permettant ainsi au public d'interagir avec le jeu d'une manière totalement nouvelle.
Cet accord témoigne également des efforts continus de la NBA pour tirer parti de la convergence croissante entre le sport et l'innovation numérique. Grâce à la technologie de pointe de Cosm, les fans peuvent s'attendre à de nouvelles options de visionnage allant au-delà des diffusions télévisées traditionnelles, notamment des ralentis multidimensionnels, des statistiques interactives des joueurs et même la possibilité de s'asseoir virtuellement au bord du terrain, où qu'il soit dans le monde. Ce partenariat promet non seulement d'améliorer l'expérience en direct, mais offre également une nouvelle voie pour monétiser l'engagement des fans, générant ainsi de nouvelles sources de revenus pour la Ligue et ses partenaires. Pour la NBA, cette collaboration s'inscrit dans une stratégie plus large visant à fidéliser un public plus jeune et connecté, en quête de contenu plus dynamique et personnalisé. L'implication de Cosm réunit les univers du sport, du divertissement et de la technologie, positionnant la NBA comme un acteur majeur dans le paysage en constante évolution des expériences pour les fans. Alors que les amateurs de sport recherchent sans cesse des moyens plus interactifs et captivants de suivre leurs équipes favorites, ce partenariat pourrait bien façonner l'avenir du visionnage d'événements sportifs en direct, rendant les matchs plus accessibles et immersifs que jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Maria Sarkozy qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera demain. Passez une bonne journée et une bonne nuit. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.